Je m'appelle Morgan Adams, j'ai 32 ans et je suis l'enfant du milieu oublié de la dynastie logicielle des Adams. En arrivant dans notre manoir de Boston pour Thanksgiving, j'ai remarqué papa, le regard rivé à son téléphone, chuchotant à maman avec une excitation inhabituelle. Il ne savait pas que, sous ma simple robe noire, battait le cœur d'une femme qu'ils avaient profondément sous-estimée. La bombe que papa s'apprêtait à lancer au dîner allait bouleverser notre famille à jamais. Mais pas comme il l'avait prévu. Si vous regardez ceci en vivant une situation de famille mêlée aux affaires, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir comment j'ai transformé la trahison de mon père en une vengeance exquise qui a changé notre famille pour toujours. J'ai grandi à Brookline, une des banlieues les plus riches de Boston, dans une immense maison coloniale avec 6 chambres, une piscine intérieure chauffée et une pelouse nécessitant 3 jardiniers. De l'extérieur, nous étions l'incarnation du rêve américain. Mon grand-père, Robert Adams, avait fondé Adams Software Solutions dans son garage en 1978, avec pour seul capital un ordinateur d'occasion et une idée révolutionnaire pour la gestion des stocks. Il en fit une entreprise régionale florissante, jusqu'à ce que mon père, Harold Adams, reprenne les rênes en 1995. Papa a développé l'entreprise de manière agressive. Sous sa direction, Adams Software est passé d'un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars à une entreprise de 50 millions, avec plus de 200 employés et des clients à travers tout le pays. Chaque dîner de fête, chaque vacances, chaque barbecue de fin de semaine devenait une célébration du génie commercial de papa. Le nom Adams devint synonyme de réussite dans les cercles d'affaires de Boston, et papa n'a jamais laissé personne l'oublier, surtout pas ses enfants. Nous étions 3. Mon frère aîné, Garrett, 38 ans, était l'enfant prodige, malgré son absence totale de talent pour les affaires. Il avait étudié la communication, fait la fête pendant toutes ses années de fac. Ed Purtan, papa lui avait offert un poste de vice-président dès le lendemain de sa remise de diplôme. Garrett passait plus de temps sur son bateau ou avec ses innombrables petites amies que dans les bureaux, mais papa restait convaincu qu'il était l'héritier naturel du trône Adams. Puis il y avait moi, Morgan, éternellement coincé entre deux, à 32 ans. Contrairement à mes frères et sœurs, j'avais hérité de la passion de mon grand-père pour la technologie. J'ai appris le codage seul à l'âge de 12 ans, créé ma première application à 15. J'ai étudié l'informatique et le commerce au MI, diplômé summa cum laude, avec des idées réellement novatrices pour moderniser l'entreprise. Ed Purtan, papa me regardait toujours comme si j'étais invisible lors des discussions professionnelles. Ma sœur cadette, Megan, 29 ans, complétait le trio. Elle avait exploité notre nom de famille pour devenir influenceuse lifestyle, avec des centaines de milliers d'abonnés charmés par ses aperçus parfaitement mis en scène du mode de vie de la vieille Nouvelle-Angleterre. Elle n'avait aucun intérêt pour les logiciels ou l'entreprise, mais ne manquait jamais une occasion de publier sur le fait qu'elle faisait partie d'Adams Software, sans jamais y contribuer en réalité. Maman, Diane, issue de l'ancienne bourgeoisie bostonienne, gérait les conflits familiaux comme toutes les épouses de Beacon Hill, en les ignorant avec grâce et un verre de chardonnay à la main. Elle jouait souvent les médiatrices, mais finissait toujours par renforcer les pires travers de papa, en particulier son mépris pour mes compétences en affaires. Harold, tu devrais peut-être écouter l'idée de Morgan, disait-elle parfois à table, mais elle se taisait aussitôt quand papa lui lançait son fameux regard. Diane, je t'en prie, on parle de vraies affaires ici, rétorquait-il avant de se tourner vers Garrett pour continuer à parler de golf, de club nautique, ou de tout autre sujet sans rapport avec l'entreprise. Les réunions familiales tournaient toujours autour des affaires. Ed Purtan, je n'y avais jamais ma place. Papa et Garrett monopolisaient les discussions avec leur jargon professionnel et leurs blagues internes, tandis que je restais silencieuse, même si je comprenais la technologie et le marché bien mieux qu'eux. Quand j'essayais de participer, papa me souriait avec condescendance et lâchait. C'est adorable, Morgan, mais laisse les discussions sérieuses à ceux qui connaissent le vrai monde. Le point de rupture arriva quand j'avais 22 ans. Fraîchement diplômée du MI avec mention, j'avais développé une solution d'intégration basée sur le cloud, capable de révolutionner notre gamme de produits, bien avant que nos concurrents ne s'y intéressent. J'ai passé des mois à préparer un plan d'affaires, une analyse de marché et des spécifications techniques détaillées. Papa a fini par accepter que je présente mon idée en réunion de conseil, soi-disant par courtoisie professionnelle. Je me souviens encore de cette salle lambrissée de bois acajou, de mon cœur battant la chamade, ordinateur et documents à la main. Les membres du conseil, tous des hommes de 50 ou 60 ans, amis de papa depuis toujours, m'ont écouté avec des expressions polies mais distantes. 10 minutes après le début de ma présentation, papa a regardé sa montre, poussé un soupir bruyant et levé la main pour m'interrompre.
Je crois qu'on a assez vu, dit-il avec un sourire crispé. Morgan, ma chérie, tout cela est très créatif, mais complètement irréaliste pour une entreprise sérieuse comme la nôtre. Nos clients veulent de la stabilité, pas des technologies expérimentales. Il se tourna vers les autres membres du conseil avec une moue désolée. Ma fille vient juste de sortir de l'université, elle a toutes ses idées théoriques. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. L'humiliation me brûlait alors que je rangeais mes affaires, tandis qu'il passait au sujet suivant comme si je n'avais jamais été là. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, quitter Boston, quitter l'entreprise familiale, et créer quelque chose à moi, quelque chose d'assez grand pour que même mon père ne puisse plus l'ignorer. Je suis parti à San Francisco avec $5 000 d'économie et rien d'autre. Mes parents pensaient que ce n'était qu'une phase, un caprice. Ils me regardaient de loin avec amusement. Elle reviendra quand elle n'aura plus d'argent, glissait papa à maman au téléphone lors de nos rares appels. Les premières années furent brutales. Mon minuscule studio, dans un quartier douteux, engloutissait presque tout mon budget. Je survivais avec des nouilles instantanées et du café, en travaillant 80 heures par semaine, d'abord dans des postes de développeuse junior, puis en freelance. Chaque dollar économisé allait dans la construction de ma propre entreprise. J'ai fondé Everest Holdings sous le pseudonyme M.E. Stone. Les initiales représentaient Morgan Elizabeth, mais personne ne le savait. Je voulais que mon succès ou mon échec n'ait rien à voir avec le nom Adams. J'ai commencé petit, en développant des solutions d'entreprise sur mesure pour des startups, en réinvestissant chaque profit. Au bout de 3 ans, j'avais 10 employés et de vrais bureaux à Soma. La percée est venue avec le développement d'une plateforme d'intégration propriétaire, capable de connecter les anciens systèmes aux services cloud modernes, ironiquement, très similaire à ce que j'avais présenté à mon père des années plus tôt. Les investisseurs en capital risque ont commencé à frapper à ma porte, mais j'ai conservé la majorité du capital, déterminé à garder le contrôle de mon destin. Au cours des 7 années suivantes, j'ai acquis stratégiquement de petites entreprises technologiques complémentaires. Everest Holdings a atteint une valorisation de 200 millions de dollars avec des bureaux dans 3 villes. Pendant tout ce temps, j'avais conservé mon pseudonyme dans toutes mes transactions professionnelles. Dans le monde de la tech, Amy Stone était connue comme une fondatrice brillante et recluse, qui donnait rarement des interviews ou apparaissait lors d'événements du secteur. Lorsque je devais absolument faire une apparition publique, j'apportais de subtiles modifications à mon apparence et laissais mon directeur général faire la majeure partie des discours. Ma famille ignorait tout de mon succès. Lors des appels pendant les fêtes et de quelques visites occasionnelles, je restais vague, décrivant mon travail comme ça va où je suis encore en train de chercher ma voie. Papa ne posait jamais de questions, puisqu'il avait déjà relégué ma carrière au rang d'insignifiante. Cela me convenait parfaitement, pendant que je construisais Everest en quelque chose qui, un jour, les stupéfierait tous. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis 1 an, j'acquérais discrètement des parts dans des entreprises qui étaient des fournisseurs et des clients clés de Atom Software. J'étudiais leurs rapports trimestriels, identifiais leurs faiblesses, et positionnais Everest comme l'acheteur idéal pour propulser le logiciel d'Adam vers une nouvelle ère. Il y a 6 mois, j'avais demandé à mon directeur financier d'envoyer une offre d'acquisition anonyme par l'intermédiaire d'un tiers. Comme prévu, mon père l'avait rejetée sans réelle considération. 10 ans après avoir été humilié dans cette salle de conseil, je rentrais à la maison pour Thanksgiving avec un plan qui allait tout changer. Le logiciel d'Adam peinait à suivre l'évolution technologique et perdait des parts de marché. Mon père ne le savait pas encore, mais j'étais sur le point de devenir son pire cauchemar. Et son unique salut. La semaine précédant Thanksgiving, j'étais dans mon bureau d'angle surplombant la baie de San Francisco, en train de finaliser les documents pour ce qui serait l'accord le plus important de ma vie. Mon assistante frappa à la porte et entra avec mon itinéraire de voyage. « Votre jet privé est confirmé pour mardi à 11h, dit-elle en posant le dossier sur mon bureau. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir emmener votre équipe de direction à Boston pour la signature? Je secouai la tête. C'est personnel. Je dois m'en occuper seule. Après son départ, mon téléphone sonna. C'était Isabella, ma meilleure amie depuis nos débuts difficiles, quand nous partagions un mur entre 2 studios voisins. « Tu vas vraiment aller jusqu'au bout de cette mascarade de Thanksgiving en famille? » demanda-t-elle sans détour. « Après tout ce qu'ils t'ont fait. » Après 2 ans à peine leur parler, je poussai un soupir, faisant pivoter mon fauteuil vers la fenêtre. « Je dois être là en personne quand ça se produira, Izzy. J'ai besoin de voir son visage. Tu te souviens du fiasco de Noël dernier? » dit-elle prudemment. « Ton père a annoncé la promotion de Garrett au poste de vice-président exécutif pendant que tu étais là, avec ta levée de fonds série B passée sous silence. Tu es rentré en Californie et tu ne leur as plus parlé pendant des mois.
Le souvenir piqua. Papa avait levé son verre à l'avenir de Atom Software en regardant directement mon frère, qui était pourtant trop mal en point pour avoir contribué à quoi que ce soit de significatif lors de la réunion stratégique plus tôt dans la journée. Cette fois, ce sera différent, promis-je. Tout va changer ce Thanksgiving. Je passais la soirée à faire mes valises, choisissant délibérément une garde-robe qui ferait passer un message. Fini les vêtements décontractés que ma famille associait à moi. À la place, je pris des costumes Armani, une robe Chanel pour le dîner de Thanksgiving, des escarpins Louboutin et les signes subtils de réussite que seuls les gens fortunés reconnaissent, une montre Patek Philippe, un sac Bottega Veneta, de petites boucles d'oreilles en diamant de chez Tiffany. Rien d'ostentatoire, mais tout indéniablement luxueux. Après des années à minimiser volontairement mon succès auprès de ma famille, je voulais qu'ils en perçoivent quelques reflets avant la grande révélation. Mardi matin, je montais à bord du jet privé que j'utilisais rarement, préférant les vols commerciaux malgré ma fortune. Ce voyage méritait une exception. Pendant les 5 heures de vol, je relus une dernière fois le contrat, m'assurant que chaque détail était parfait. L'ironie ne m'échappait pas, pendant des années, j'avais pris l'avion en classe économique vers Boston, mangeant des cacahuètes d'avion et coincé entre 2 sièges, tout en bâtissant un empire qui me permettait désormais d'arriver avec style. J'ai atterri sur une piste privée en dehors de Boston. Une Bentley noire m'attendait sur le tarmac, une autre indulgence inhabituelle que j'avais spécifiquement organisée pour ce voyage. Alors que nous traversions les quartiers familiers en direction de Brookline, je ressentais un étrange mélange de nostalgie et de détermination qui se durcissait en moi. Le domaine familial des Adams était exactement comme dans mon souvenir, une architecture coloniale imposante, des jardins parfaitement entretenus, désormais saupoudrés de neige de novembre, avec une couronne déjà accrochée à la porte en prévision des fêtes. Je demandai au chauffeur d'attendre, puis pris une profonde inspiration avant de monter les marches que j'avais gravies des milliers de fois auparavant. C'est maman qui ouvrit la porte, devançant la gouvernante dans son empressement à me voir. Ses yeux s'agrandirent légèrement en voyant mon apparence. « Morgan, ma chérie, dit-elle en m'enlaçant, mêlant le parfum coûteux à une légère note de vin de midi. Tu as l'air différente. C'est une Rolex, Patek Philippe, en fait, répondis-je en lui rendant son étreinte. Ravie de te voir, maman. Elle m'invita à entrer, bavardant sur les préparatifs de Thanksgiving et le dernier succès de Meghan sur Instagram. Je hochai poliment la tête, déposant mon sac dans le grand hall d'entrée avec son majestueux escalier en colimaçon et son lustre en cristal. Home sweet home, avec tous ses souvenirs complexes. Ton père est dans son bureau, dit-elle. Il est très occupé avec une affaire importante. Très secret, même avec moi. Je souris. Je vais aller lui dire bonjour avant de m'installer. Le bureau de papa avait toujours été un territoire un peu interdit, un sanctuaire masculin de cuir, d'acajou et de revues économiques. Je frappai une fois et entrai sans attendre de réponse, un petit acte de défi. Il leva les yeux de son bureau, ses lunettes de lecture posées sur le nez, la surprise traversant brièvement son visage avant de céder à son indifférence habituelle. « Morgan, tu es là. » Il se leva pour une étreinte brève et maladroite, puis désigna vaguement la chaise en face de son bureau. « Le voyage depuis la Californie s'est bien passé? » « Très bien, dis-je délibérément, sans m'asseoir. J'ai pris un vol privé. Ça fait gagner du temps. » Un instant de confusion passa sur son visage. « Privé? Ça a dû coûter cher. » Je haussai les épaules. Les affaires vont bien. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, son téléphone sonna et, avec un « excuse-moi, c'est important à peine poli », il se détourna pour répondre. J'en profitai pour jeter un coup d'œil au papier sur son bureau. Et là, je le vis, la proposition d'acquisition d'Everest Holdings, avec le logo de ma société bien en évidence. Mon cœur s'emballa, mais je gardai mon sang-froid pendant qu'il terminait son appel. « Désolé pour ça, » dit-il précipitamment, rassemblant les papiers dans un dossier. « De grandes choses se passent pour la société. Tu ne comprendrais pas. » Le ton condescendant m'effleura à peine, comme de l'eau sur une vitre. « Bien sûr, papa. Je te laisse à ton travail. » Je quittai son bureau et montai à l'étage vers ma chambre d'adolescente, que maman avait conservée comme un sanctuaire figé dans le temps. Les trophées de débat, les prix en informatique, et les fanions du mi ornaient encore les murs, témoignages poussiéreux d'exploits qui n'avaient jamais impressionné la seule personne dont l'approbation m'importait. Après m'être rafraîchi, je redescendis et trouvai Garrett dans le salon, déjà en train de boire du scotch. À 3 heures de l'après-midi. Il avait la grande carrure de notre père et cette posture pleine d'assurance, mais les années de privilèges et d'excès l'avaient arrondi au niveau de la taille. « Eh bien, la sœur prodigue est de retour, dit-il en levant son verre dans un toast moqueur.
Toujours en train de bidouiller des ordinateurs en Californie? Quelque chose comme ça, répondis-je avec un sourire crispé. Et ta petite start-up? Elle fait enfin un peu d'argent? Sa condescendance m'était si familière que cela en devenait presque réconfortant. Avant que je ne puisse répondre, Megan fit irruption dans la pièce, son téléphone parfaitement incliné pour capturer son entrée à l'intention de ses abonnés Instagram. Morgan est là, tout le monde. Elle portait une tenue impeccable, un maquillage parfaitement exécuté et un sourire calibré pour les likes. Elle se dirigea vers moi et me prit dans ses bras tout en gardant son téléphone en main pour filmer notre étreinte. C'est tellement génial que tu sois venu. Tes cheveux sont superbes. Tu utilises quoi? Oh mon Dieu, dis bonjour à mes followers. Je lui fis un sourire figé et levai la main vers la caméra. Bonjour, followers de Megan, dis-je doucement, avec une ironie que seul un adulte pouvait saisir. Elle était déjà passée à autre chose, parlant de son partenariat avec une marque de cosmétiques et des vues de sa dernière story. Je m'assis dans le fauteuil près de la cheminée, observant ce théâtre familial reprendre exactement là où je l'avais laissé. Garrett servait un autre verre, Megan se prenait en selfie, et tout semblait à la fois absurdement familier et douloureusement faux. Papa a dit que quelque chose de gros se préparait avec l'entreprise, lança Garrett en s'adossant à son siège. Il n'en dit pas plus, mais il avait ce regard. Tu sais, celui qu'il avait avant l'introduction en bourse. Je haussai un sourcil. Intéressant. Ouais, reprit-il, pensif. Il parle à un acheteur potentiel, je crois, un fonds ou une boîte de la côte ouest. Mais je suppose qu'il veut garder ça confidentiel pour l'instant. Je souris intérieurement. Oui, confidentiel. Même à sa propre famille. Encore un peu, et il découvrirait que cet acheteur n'était autre que leur propre fille. Megan s'était déjà lassée de filmer et commençait à se plaindre du manque de signal Wi-Fi dans certaines pièces de la maison. Je prétextais un coup de fatigue pour me retirer et retournai dans ma chambre. Assise sur mon vieux lit, entourée de souvenirs figés dans le temps, je sentis monter en moi un mélange de tristesse et de puissance. J'étais revenu non pas pour me venger, bien que ce soit tentant, mais pour réclamer ce que j'avais bâti, ce que j'avais mérité. Pour que cette fois, il voit enfin qui j'étais vraiment. Le jour de Thanksgiving arriva froid et lumineux, avec un ciel bleu limpide et une fine couche de givre sur les pelouses. Je me préparais lentement, enfilant la robe Chanel, les talons Louboutin, les boucles d'oreilles en diamant. Mon maquillage était impeccable, mon brushing aussi. Chaque détail était pensé. Je voulais qu'il me voie, vraiment me voie. Quand je descendis, maman me jeta un regard approbateur mêlé de surprise. « Tu es magnifique, chérie, cette robe. » Très élégante, merci, répondis-je simplement. Dans la salle à manger, la table était somptueusement dressée, argenterie polie, vaisselle en porcelaine, nappe brodée. Un dîner parfait pour une famille imparfaite. Les invités commençaient à arriver, tantes, oncles, cousins, tous habillés de leur mieux, porteurs de sourires forcés et de potins réchauffés. Papa entra finalement, serrant des mains, distribuant des sourires, dans son élément. Il me lança un regard rapide, s'attarda une demi-seconde, puis passa à quelqu'un d'autre. Comme toujours, pendant l'apéritif, je restais en retrait, écoutant, observant, attendant. Puis, au milieu du repas, papa se leva et tapa légèrement sur son verre avec une fourchette. « Je voudrais prendre un moment pour porter un toast, » dit-il, en regardant autour de la table. Tous se turent immédiatement. Cette année a été pleine de défis, mais aussi d'opportunités. Atom Software est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Je sentis le frisson d'anticipation dans la pièce. Megan leva son téléphone, prête à capturer un autre moment glorieux pour les réseaux. J'ai été approché par un groupe d'investisseurs pour une acquisition stratégique, poursuivit-il. Et après de longues négociations, je suis fier d'annoncer que nous avons trouvé un accord. L'entreprise sera entre de bonnes mains. Mieux encore, elle restera familiale. Un murmure parcourut la salle. Garrett va rejoindre le conseil d'administration, ajouta-t-il, posant une main sur l'épaule de mon frère. Il assurera la continuité de notre vision. Les applaudissements éclatèrent. Maman versa une larme. Garrett souriait, faussement modeste, jouant son rôle à la perfection. Je posai calmement ma serviette sur la table et me levai. Puis-je dire un mot? Demandai-je. Tous les regards se tournèrent vers moi, certains surpris, d'autres curieux, d'autres encore légèrement agacés. Papa fronça les sourcils mais hocha la tête. Bien sûr, Morgan. Je me levai droite, assuré, mon regard croisant celui de chaque personne autour de la table. Félicitations, Garrett, commençai-je. Et félicitations, papa. Je suis ravi que l'entreprise ait trouvé un repreneur. Je suis certaine qu'il fera du bon travail. Je fis une pause, puis sortis une enveloppe de ma pochette et la déposai sur la table. Voici une copie du contrat signé ce matin.
Everest Holdings est officiellement le nouveau propriétaire d'Atom Software. Silence total. Qu'est-ce que tu racontes? Lança papa, le visage blême. C'est moi, la PDG d'Everest, répondis-je calmement. Amy Stone. Ce nom vous dit peut-être quelque chose? Les visages passèrent par une gamme d'émotions, incrédulité, confusion, choc. Garrett posa son verre. Megan avait arrêté de filmer. C'est une blague? Dit enfin papa. Je le regardais dans les yeux. Non, papa. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité, et c'est moi qui suis venu sauver ce que tu croyais pouvoir encore diriger. C'est l'heure des retrouvailles familiales, annonça-t-elle à son téléphone avant de m'embrasser les joues du bout des lèvres. Tu as l'air chère, ma sœur. Tu as enfin trouvé un petit ami riche? Non, je travaille juste dur, répondis-je en me déplaçant hors du champ de sa caméra. Garrett arriva avec sa nouvelle petite amie, Megan, chuchota-t-il en mode voix de scène, tout en continuant de filmer. Amber a 24 ans et fait du yoga. Genre professionnellement. Comme s'il s'agissait d'une entrée en scène répétée, une blonde élancée fit son apparition, vêtue d'un jean de créateur et d'un pull en cachemire qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Garrett l'attira immédiatement contre lui, avec une fierté presque possessive. Amber, voici ma sœur Morgan. Elle vit à San Francisco et fait des trucs dans la tech. Son geste vague effaça en une seconde 10 années d'accomplissement professionnel. Oh mon Dieu, j'adore San Francisco. S'extasia Amber. Le shopping est incroyable. Notre tentative de conversation fut interrompue par la voix élevée de papa depuis son bureau. Les mots étaient étouffés, mais le ton excité se propageait dans toute la maison. Oui, absolument. Demain, après Thanksgiving. 50 millions, c'est l'offre finale. Everest Holdings a été très insistant sur les conditions. Je m'excusais et me dirigeais vers la cuisine, ayant besoin d'un moment de solitude. Le personnel de maison m'avait toujours traité avec plus de bienveillance que ma propre famille. Maria, notre gouvernante depuis 20 ans, préparait les légumes pour le festin du lendemain. Mademoiselle Morgan, dit-elle avec un sourire chaleureux, ça fait plaisir de vous voir. Vous avez bonne mine. La Californie vous réussit. Merci, Maria. Tu as besoin d'aide? Elle secoua la tête. Votre mère veut que tout soit parfait pour demain. Grand jour, dit-elle. Votre père a une annonce à faire. Je hochai la tête, me demandant si tout le personnel était déjà au courant de la vente. Avant même ses propres enfants. Ça en avait bien l'air. L'heure de l'apéritif fut une véritable épreuve. Maman papillonnait avec une gaieté forcée. Papa regardait son téléphone toutes les 3 minutes. Garrett se vantait de son nouveau bateau à quiconque voulait bien l'écouter, tandis que Megan documentait tout pour ses abonnés. Je sirotais lentement mon vin, observant les dynamiques familiales avec un regard neuf. Je n'étais plus la fille blessée en quête de validation, mais une femme d'affaires accomplie. Prête à bouleverser la donne. Le dîner est prêt, annonça enfin maman, nous dirigeant vers la salle à manger formelle, là où 3 générations avaient partagé leur repas de fête. Je pris une profonde inspiration et les suivis, sachant qu'avant même que le dessert ne soit servi, plus rien ne serait jamais comme avant. Le dîner de Thanksgiving chez les Adams avait toujours été une affaire solennelle. La gigantesque table en acajou brillait sous la lumière du lustre en cristal, dressée avec la porcelaine Veggiewood, réservée aux grandes occasions. Des candélabres en argent massif tenaient des bougies ivoire dont la lumière chaude illuminait une composition automnale de citrouilles, courges et feuillages dorés, sûrement commandés par maman chez le fleuriste le plus cher de Boston. Je notais avec une certaine ironie que j'avais été placé tout au bout de la table, aussi loin que possible de papa, qui trônait à l'extrémité opposée. Typique. Garrett siégeait à la droite de papa, avec Amber à ses côtés, tandis que Megan occupait la place à gauche. Maman, fidèle à la tradition, s'installa à mon bout de la table, à côté de moi, symboliquement séparée du cœur des affaires familiales par toute la longueur du bois poli. Maria et le personnel servirent plat après plat, soupe de courges musquées garnie de crème fraîche, salade de récolte avec noix caramélisées et canneberge, puis la dinde, une volaille de 12 kilos rôtie à la perfection, accompagnée de tous les accompagnements classiques. Papa la découpa avec une précision cérémoniale, pendant que Megan filmait pour ses réseaux sociaux, offrant un commentaire en direct. Et voici papa, découpant la dinde comme le faisait son propre père, perpétuant ainsi la tradition d'excellence de la famille Adams. Je vis maman grimacer légèrement face à la mise en scène de Megan avant de boire une longue gorgée de vin. Si je comptais bien, c'était son 4e verre depuis mon arrivée. Une fois les assiettes remplies, papa leva son verre pour entamer le rituel de gratitude familiale, une tradition Adams, autrefois sincère, désormais devenue un concours de performance sociale.
Garrett, en tant qu'aîné, prit la parole en premier. Je suis reconnaissant pour un autre trimestre record chez Adams Software, commença-t-il, bien que mes recherches m'indiquaient que l'entreprise avait en réalité perdu des parts de marché pour le troisième trimestre consécutif. Et pour mon nouveau yacht de 42 pieds, l'Adams Legacy, il serra la main d'Amber. Et pour les nouveaux départs, avec cette femme incroyable, Amber gloussa et l'embrassa sur la joue, tandis que Megan faisait semblant de vomir dans son coin, dès que Garrett avait le dos tourné. Megan prit la suite, téléphone toujours en main. Je suis tellement reconnaissante d'avoir atteint le million d'abonnés cette année. Ma collaboration avec Luxury Life Cosmetics est un rêve, et je suis fière d'être une Adams et de représenter notre marque familiale dans le monde entier. Elle adressa un grand sourire à papa, qui hocha la tête d'un air approbateur, bien qu'il se soit souvent plaint en privé de sa carrière superficielle. Quand vint mon tour, je posai ma fourchette et pris la parole d'une voix claire. Je suis reconnaissante pour les leçons que la vie m'a apprises, que parfois, le rejet mène au bon chemin, que la persévérance compte plus que le privilège, et que le succès est le meilleur des maîtres. Je levai mon verre, à ceux qui trouvent leur propre voie. Papa fronça légèrement les sourcils, sentant peut-être quelque chose dans mon ton, mais passa rapidement à son propre discours, axé, sans surprise, sur l'héritage entrepreneurial qu'il avait construit. Maman, elle, se contenta de remercier vaguement la famille et la santé, des mots légèrement embués par le vin. Pendant tout le repas, papa sembla ailleurs, consultant son téléphone sous la table et murmurant à maman, dont le sourire devenait de plus en plus crispé. Garrett monopolisait la conversation avec des récits d'affaires prétendument brillantes, tandis que Megan lisait à voix haute les commentaires de ses abonnés sur son live de Thanksgiving. Quand Maria apporta les tartes à la citrouille et au pacane, papa tapa soudain son couteau contre son verre en cristal. Le ping clair coupa court aux conversations. « J'ai une annonce à faire », dit-il en se levant à l'extrémité de la table, avec l'autorité naturelle de celui qui a toujours dirigé. Cela concerne chacun d'entre vous. Le silence s'abattit. Même Megan baissa son téléphone. Comme vous le savez, j'ai consacré ma vie à faire de Adams Software un leader de notre secteur. Mais toute bonne chose évolue, et le moment est venu de changer. Il marqua une pause dramatique. J'ai décidé de vendre l'entreprise. Garrett recracha son vin. Quoi, papa, tu n'es pas sérieux. Papa leva la main pour Il paie 50 millions de dollars, ce qui est plus que généreux compte tenu de nos difficultés récentes sur le marché. Je pris une gorgée d'eau, utilisant cet instant pour me préparer à ce qui allait suivre. La pièce semblait chargée d'une étrange électricité. Le moment était suspendu entre passé et avenir. Papa, dis-je enfin, ma voix calme et claire. Je suis Everest Holdings. Le silence se fit total. J'entendais le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir, marquant les secondes d'une incrédulité figée. Pendant quelques battements de cœur, personne ne bougea. Le silence était absolu, comme si l'air lui-même s'était solidifié autour de nous. Je vis les émotions défiler sur le visage de mon père, confusion, incrédulité, choc, puis, enfin, les premières lueurs de la colère. Garrett fut le premier à réagir, renversant son verre de vin en se levant brusquement. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang, ponctuant la scène d'une touche vive et dramatique. « Qu'est-ce que tu racontes » cria-t-il, regardant tour à tour papa et moi avec une panique grandissante. Incroyablement, Megan continuait de diffuser en direct, ses mains tremblantes capturant ce qui devenait rapidement le contenu le plus dramatique que ses abonnés aient jamais vu. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle à son téléphone. « Est-ce que ma sœur vient de dire qu'elle possède Everest Holdings, la société qui rachète l'entreprise familiale ?» Maman chercha son verre de vin, le trouva vide, puis attrapa directement la bouteille. Je me levai lentement, ressentant un étrange sentiment de sérénité après avoir porté ce secret si longtemps. M. Stone, dis-je, Morgan Elizabeth Stone. C'est le nom que j'utilise professionnellement depuis 10 ans, pendant que je construisais Everest Holdings jusqu'à en faire une entreprise de 200 millions de dollars. Papa retrouva enfin sa voix. C'est absurde, balbutia-t-il. Everest Holdings est dirigé par Amy Stone, une investisseuse technologique respectée, pas par ma fille qui s'amusait à monter des startups en Californie. Je sortis de mon sac un étui à carte de visite en platine brossée, orné du logo d'Everest Holdings. J'en fis glisser une sur la table vers lui. En réalité, papa, je suis M. Stone. J'ai fondé Everest Holdings il y a 10 ans, après que tu aies rejeté ma proposition d'affaires et m'aies humilié devant ton conseil d'administration. Papa attrapa la carte, la fixant comme si elle allait se transformer entre ses mains. « C'est une blague » dit-il, mais sa voix avait perdu toute certitude. Everest Holdings détient maintenant des participations majoritaires dans Nexus Technologies, DataStream Solutions et Techor Industries, poursuivis-je en énumérant les 3 plus gros fournisseurs d'Adams Software.
Nous avons également récemment acquis les parts majoritaires de vos deux plus gros clients, McKinsey Manufacturing et Westfield Distribution. L'acquisition d'Adams Software est la dernière pièce d'un plan stratégique que je mets en œuvre depuis 18 mois. Tu espionnais notre entreprise, accusa Garrett, le visage déformé par la rage. C'est de l'espionnage industriel. Non, Garrett, ça s'appelle de l'analyse de marché. Tout ce que j'ai appris sur Adams Software provient de rapports financiers publics, d'analyses sectorielles et de canaux entièrement légaux. Je me tournais de nouveau vers papa. La vérité, c'est qu'Adams Software est en déclin depuis des années. Votre technologie est obsolète. Vos méthodes de gestion datent du siècle dernier et vous avez perdu 22% de parts de marché en 3 ans. Comment oses-tu? Comment ça, papa? Mais je le coupais. J'ai d'abord essayé de vous aider. Il y a 6 mois, Everest Holdings a envoyé une proposition de partenariat anonyme qui aurait permis au nom Adams de rester, tout en apportant les capitaux et les innovations dont vous aviez désespérément besoin. Tu l'as rejeté sans lire au-delà de la première page. Les yeux de papa s'écarquillèrent de reconnaissance. La proposition Phoenix, c'était toi. J'acquiesçais. Je voulais te donner une chance d'accepter de l'aide sans savoir qu'elle venait de moi. Ton orgueil ne l'a pas permis. Alors tout ce temps tu complotais contre ta propre famille? Hurla Garrett. Tu prévoyais de voler notre entreprise? Pas voler, Garrett. Acheter légalement pour 50 millions de dollars, ce qui est en réalité au-dessus de sa valeur actuelle. Je gardais ma voix posée, malgré la tempête émotionnelle qui grondait en moi. Et soyons clairs, cette entreprise a cessé d'être familiale le jour où papa a fait comprendre que seul un de ses enfants aurait jamais un rôle significatif ici. Et ce, malgré l'absence totale de compétences ou d'intérêt pour la technologie. Megan baissa enfin son téléphone, la réalité semblant lui tomber dessus. Alors, tu vas être notre patronne maintenant? Demanda-t-elle d'une petite voix. Techniquement, oui, confirmai-je, même si la structure de direction actuelle va être entièrement réorganisée. Papa se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Cette vente est annulée, déclara-t-il. Je ne vendrai pas mon entreprise à ma propre fille dans le cadre d'un plan de vengeance. Je secouai lentement la tête. Les contrats sont signés, papa. Le conseil d'administration a approuvé la vente. Le communiqué de presse part demain à 9 h, heure de l'Est. Légalement, Everest Holdings est déjà propriétaire d'Adams Software. Je vais me battre contre ça, menaça-t-il. Mais l'incertitude dans ses yeux trahissait qu'il savait déjà que je l'avais surpassé. Mes avocats vont. Tes avocats ont déjà validé l'accord en profondeur, l'interrompis-je doucement. Ils t'ont conseillé que c'était la meilleure offre possible dans le marché actuel. Et maintenant, que vas-tu leur dire? Que tu es fâché parce que le brillant PDG avec qui tu négociais depuis des mois est en fait ta fille. Maman parla pour la première fois depuis ma révélation. Ses mots étaient légèrement pâteux, mais son regard étonnamment clair. Toutes ces années, Morgan. Toutes ces années tu construisais ça, alors que nous pensions que j'échouais, finis-je pour elle. Oui, exactement. Papa frappa la table de sa main. Tu dois choisir maintenant, Morgan. Tu peux être ma fille. Ou la personne qui a pris mon entreprise. Tu ne peux pas être les deux. L'ultimatum resta suspendu entre nous, tellement prévisible qu'il en était presque triste. Il y a 10 ans, cela m'aurait anéanti. Aujourd'hui, cela ne faisait que confirmer ce que j'avais toujours su. C'est là que tu te trompes, papa, dis-je doucement. Je suis les deux. Je l'ai toujours été. Tu as juste refusé de le voir. Megan, elle, avait commencé à pleurer pour de bon. Le mascara coulait le long de ses joues parfaitement sculptées. Que va-t-il advenir de nous? De nos fonds en fiducie? De nos postes? Cela dépend, répondis-je honnêtement, de si vous voulez vraiment travailler pour l'entreprise. Ou simplement en récolter les avantages. Garrett me pointa du doigt avec colère. Tu as planifié ça pour Thanksgiving délibérément, n'est-ce pas? Pour nous humilier devant toute la famille. Je l'ai planifié pour Thanksgiving parce que je savais que tout le monde serait là, le corrigeai-je. Et parce qu'il y a 10 ans, lors du dîner de Thanksgiving, papa a annoncé qu'il te promouvait vice-président, malgré ton absence totale de qualification, tout en me disant que mon diplôme d'UMI et mes 3 années d'expérience en programmation ne suffisaient pas pour mériter même un poste de direction débutant. Le visage de papa s'empourpra à ce rappel. C'était différent. Garrett est mon fils, mon premier-né. Et voilà, murmurai-je doucement, la vraie raison pour laquelle je n'ai jamais eu ma chance. Ce n'était pas mes idées, ni mon éducation, ni ma rigueur au travail. Juste mon genre. La douloureuse vérité plongea la pièce dans un silence lourd. Même Garrett eut la décence de paraître mal à l'aise. Cette conversation est terminée, déclara enfin papa. Tout le monde dehors. Je dois appeler mes avocats. Il quitta la salle à manger en furie, et quelques instants plus tard, le claquement des portes de son bureau résonna dans toute la maison. Maman se leva avec difficulté.
Je devrais aller voir comment il va, murmura-t-elle, mais elle s'arrêta près de ma chaise. Est-ce vrai que tu vaux 200 millions de dollars? J'acquiesçais. Et toutes ces fois où tu disais ne pas pouvoir rentrer pour Noël parce que tu ne pouvais pas te payer le billet d'avion. Je dirigeais une entreprise, maman, et j'avais besoin que vous continuiez tous à me sous-estimer. Elle me toucha brièvement l'épaule, une expression indéchiffrable sur le visage, puis suivit papa. Alors que la salle à manger se vidait, je restais assise, regardant le festin de Thanksgiving abandonné autour de moi. La dinde avait refroidi, les bougies étaient presque éteintes, et la famille que j'avais désespérément voulu impressionner s'était dispersée dans le choc et la colère. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais au lieu de cela, un vide douloureux envahit ma poitrine. J'avais enfin obtenu leur attention. Mais j'étais Adam Software perd des parts de marché depuis 3 ans. Votre technologie est dépassée. Votre structure de direction est trop lourde et votre pipeline de développement est vide. Le conseil d'administration a su reconnaître une bonne offre quand il en a vu une. 50 millions de dollars, dit-il en secouant la tête. L'entreprise était évaluée à 70 millions il y a seulement 2 ans. Elle était surévaluée il y a 2 ans, corrigeai-je, et j'ai offert plus que n'importe quel autre acheteur potentiel. La plupart auraient simplement liquidé les actifs et effacé complètement le nom Adams. Il leva brusquement les yeux. Et c'est ton plan? Effacer l'héritage de ta propre famille? Non. Malgré tout, je respecte ce que grand-père a construit et ce que toi tu as développé. Le nom Adams restera, mais la structure de l'entreprise changera de manière significative. Pour la première fois, l'incertitude passa sur son visage. Et quels sont exactement tes plans? J'avais attendu 10 ans qu'il me pose une question sur des affaires. L'ironie ne m'échappa pas. Adam Software deviendra la division entreprise d'Everest Holdings, axée sur la modernisation de vos produits historiques et leur intégration à nos plateformes cloud. Nous conserverons environ 60% du personnel actuel, avec d'importants changements dans la haute direction. Et moi? Demanda-t-il, la question semblant lui coûter. Tu recevras une offre de poste de président émérite. Aucune autorité opérationnelle, mais tu garderas un bureau et pourras conseiller sur les relations clients pendant la transition. Sa mâchoire se crispa, un rôle honorifique, une position de conseiller respecté, corrigeai-je, avec tous les avantages et une généreuse rémunération. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le jardin impeccablement entretenu. Pendant un long moment, il ne dit rien, me tournant le dos, fixant la propriété que des générations de succès Adams avaient bâtie. Comment as-tu fait? Demanda-t-il finalement, sa voix plus basse. Comment as-tu bâti quelque chose d'une telle valeur en partant de rien, sans relation, sans capital de départ? J'avais mon éducation, lui rappelai-je, la seule chose que tu ne pouvais pas me retirer, et j'avais une motivation immense pour te prouver que tu avais tort. Il se retourna pour me faire face. Je m'attendais à ce que tu échoues. Je sais, tout le monde échoue, tu sais. 90% des startups ne dépassent pas 3 ans. Je croyais. Il hésita, semblant chercher ses mots. Je croyais te protéger d'une déception inévitable. En m'empêchant même d'essayer, je haussai un sourcil. Ce n'est pas de la protection, papa. C'est du contrôle. Il tressaillit légèrement sous l'accusation. Peut-être, j'ai construit cette entreprise à partir de ce que mon père avait lancé, je l'ai développé 10 fois. Je pensais savoir ce qui était le mieux. Mais tu ne savais pas, répondis-je simplement. Tu t'es trompé sur moi. Tu t'es trompé sur la direction de l'industrie. Tu t'es trompé en pensant que Garrett était le successeur naturel. À la mention de mon frère, le visage de mon père s'assombrit. Garrett a peut-être ses défauts, mais il a toujours été loyal envers cette entreprise. Loyal envers cette entreprise, poursuivit-il. Loyal? Oui. Compétent? Non, répondis-je calmement. Tu l'as mis sur un piédestal parce qu'il te ressemble, mais il n'a ni la vision, ni la rigueur nécessaires pour diriger une entreprise à l'ère du numérique. Il ne l'a jamais eu. Il détourna le regard, incapable de soutenir mes paroles. Il n'était pas censé te concurrencer, murmura-t-il. Pourtant, c'est exactement ce que tu as fait de lui. Un rival, un obstacle. Chaque succès que je voulais obtenir passait par le fait de lui prouver que j'étais meilleur que lui, parce que tu avais déjà décidé qu'il était l'héritier. Un silence lourd s'abattit dans la pièce, épais comme les boiseries qui nous entouraient. Tu étais toujours plus brillante, concéda-t-il enfin, mais tu étais aussi plus dangereuse, moins prévisible, et j'ai toujours cru que le monde punissait les femmes comme ça. Je le regardais, incrédule. Alors tu m'as puni toi-même, pour m'éviter que le monde le fasse à ta place? Il ne répondit pas, mais je vis le regret dans ses yeux, un regret trop tardif, trop discret. Ce que tu as fait, dit-il en reprenant lentement place derrière son bureau, c'est remarquable, inattendu. Il se racla la gorge. J'ai sous-estimé ta force, et j'en paie le prix. Je me redressai, me détachant du bord du bureau. Non, papa.
Ce n'est pas un prix, c'est une conséquence. Une conséquence d'avoir ignoré ce que je valais, d'avoir refusé de me voir. Il me regarda sans rien dire, et pour la première fois, je vis dans ses yeux quelque chose de plus que du pouvoir ou de l'orgueil. Je vis de la perte. Est-ce que tu vas me rayer de l'histoire de la famille? Demanda-t-il doucement. Comme si je n'avais jamais été? Non, je ne vais pas t'effacer, ni grand-père. Vous avez tous deux bâti quelque chose d'immense. Mais il est temps que ce soit moi qui décide de ce que l'avenir sera. Il hocha lentement la tête. Alors va, bâtis-le. Je tournai les talons et quittai le bureau, mon cœur étrangement calme. Dans le couloir, les murs semblaient moins oppressants. Le poids de toutes ces années d'attente, de frustration, d'effacement, s'était dissipé. Je n'étais plus une fille cherchant l'approbation d'un père. J'étais une femme qui avait pris sa place. Quand je sortis de la maison, le soleil venait de se lever, projetant une lumière dorée sur l'allée. Je pris une profonde inspiration. Un empire s'effaçait. Un autre venait de naître. Garrett détourne des fonds de l'entreprise depuis au moins 3 ans. Je le lui ai dit sans détour. J'ai tous les documents. C'est en partie pour cela que j'ai agi maintenant, avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. Papa se laissa tomber dans son fauteuil. Le choc de cette révélation nouvelle semblait trop lourd à assimiler debout. Ce n'est pas possible. 300 000 $, siphonnés via de faux comptes fournisseurs. Les preuves sont irréfutables. Pourquoi aurait-il besoin de voler? Il a un bon salaire, un fonds en fiducie, des dettes de jeu, dis-je, principalement des paris sportifs, d'après ce que j'ai pu voir. Papa enfouit brièvement son visage dans ses mains avant de les retirer, paraissant soudain ses 68 ans tout entiers. Donc, à la fois mon fils et mon entreprise étaient en train de sombrer, et j'étais trop aveugle pour le voir. La vulnérabilité nue dans... Clairement pas. Un autre silence tomba, mais différent cette fois, moins hostile. Je consultai ma montre. Le communiqué de presse sera publié dans 45 minutes. Nous devrions parler des prochaines étapes. Et Garrett? Et Meghan? Garrett aura un choix. Démissionner discrètement avec une indemnité raisonnable ou faire face aux conséquences légales de son détournement de fonds. Meghan. Je marquai une pause, réfléchissant. Meghan a en fait un argument convaincant hier soir pour devenir ambassadrice de la marque. Ses compétences en réseaux sociaux sont réellement utiles, dans le bon contexte. Papa semblait réellement surpris. Tu les garderais impliqués? Après tout ça, ça n'a jamais été une question de détruire la famille, papa. C'était une question de revendiquer ma place. À mes conditions. Il hocha lentement la tête, son regard tombant sur les papiers sur son bureau, puis se releva pour rencontrer le mien avec une franchise inattendue. Tu m'as complètement surpassé, dit-il, et j'eus la surprise de percevoir dans sa voix une note presque fière. Ton grand-père aurait été impressionné. Venant de lui, c'était l'approbation la plus proche que j'ai jamais reçue. Une émotion complexe monta en moi. Pas tout à fait une revanche, pas tout à fait un pardon, mais quelque chose entre les deux. J'ai appris en t'observant, reconnus-je, même quand tu pensais que je ne regardais pas. Il tendit la main par-dessus le bureau. Alors, président émérite, je serrai sa main, selon le premier accord professionnel que nous ayons jamais conclu en tant qu'égaux. Bienvenue chez Everest Holdings, papa. 6 mois après ce fameux Thanksgiving, je me tenais dans le tout nouveau siège rénové de Adams Everest Technologies. L'ancien bâtiment d'Adams Software avait été transformé, espace de travail ouvert, technologie de pointe, environnement collaboratif qui respectait l'histoire de l'entreprise tout en embrassant son avenir. Mon rôle de PDG d'Everest Holdings impliquait de partager mon temps entre San Francisco et Boston, supervisant l'intégration des deux entreprises et l'évolution de notre gamme de produits élargie. La transition n'avait pas été facile, mais elle s'était révélée encore plus réussie que ne l'avaient prévu mes projections, même les plus optimistes. Papa avait surpris tout le monde en endossant son rôle de président émérite avec une grâce inattendue. Une fois le choc et la colère initiaux dissipés, il avait trouvé une forme de satisfaction à encadrer les jeunes talents et à entretenir les relations avec les clients de longue date. Nous avions établi une réunion hebdomadaire, où il partageait son expertise de l'histoire de l'entreprise et de l'industrie. Et à ma surprise, j'en venais même à attendre ces rendez-vous avec impatience. Pour la première fois, nous construisions une relation basée sur le respect mutuel, plutôt que sur des attentes et des déceptions. La situation de Garrett avait été plus compliquée. Face aux preuves de son détournement, il avait d'abord menacé de poursuites judiciaires, contre moi et contre l'entreprise. Mais les esprits plus calmes avaient fini par prévaloir lorsqu'il avait réalisé que ses options étaient limitées. Il accepta une offre conditionnelle, remboursement des fonds volés, démission de son poste exécutif et inscription dans un programme MBA s'il espérait un jour jouer un rôle dans l'entreprise. À ma surprise, il choisit l'éducation plutôt que l'exil et se trouvait maintenant à mi-chemin de son premier semestre.
Il appelait parfois avec de vraies questions sur la stratégie d'entreprise. Megan, elle, s'épanouissait dans son nouveau rôle d'ambassadrice de marque pour notre division produits grand public, un petit segment en croissance qui bénéficiait de sa maîtrise des réseaux sociaux. Ses abonnés avaient été captivés par la saga dramatique de l'entreprise familiale, qu'elle présentait soigneusement comme une histoire d'émancipation féminine et de réconciliation familiale, plutôt que la réalité, bien plus complexe. Sa campagne de rebranding Tech avait même permis d'ouvrir des portes auprès de marchés jeunes que nous avions auparavant du mal à atteindre. Maman, peut-être, avait été celle qui avait le plus changé. Libérée de son rôle de pacificatrice dans une entreprise familiale dysfonctionnelle, elle avait réduit sa consommation d'alcool, commencé à faire du bénévolat pour des initiatives d'éducation des femmes, et avait même rejoint le conseil d'administration d'un incubateur technologique pour fondatrices. Je veux aider d'autres filles comme toi, m'avait-elle dit, pour que leur mère ne commette pas les mêmes erreurs que moi. En traversant les bureaux, les employés me saluaient d'un hochement respectueux ou d'un sourire. Je n'étais plus Amy Stone, la mystérieuse fondatrice, ni Morgan Adams, l'enfant du milieu oublié. J'étais simplement Morgan, la PDG, celle qui avait modernisé une entreprise familiale en déclin et créé de nouvelles opportunités pour tous ceux qui y participaient. Mon assistante interrompit mes pensées. « Votre père vous attend dans la salle de conférence avec les rapports trimestriels, m'informa-t-elle, et votre mère a appelé pour confirmer le dîner de ce soir avec les investisseurs potentiels. » Je la remerciai et me dirigeai vers la réunion, m'arrêtant un instant devant la nouvelle frise chronologique installée dans le hall principal. Elle retraçait l'évolution d'Adance Software, depuis le garage de mon grand-père jusqu'à notre version actuelle, Adance Everest Technologies. Ma photo figurait désormais aux côtés de celle de mon grand-père et de mon père, 3 générations de dirigeants, avec mes propres réussites affichées avec la même importance que les leurs. Thanksgiving approchait de nouveau, et cette année serait radicalement différente. Nous avions prévu un dîner familial plus petit, plus intime, sans les traditions performatives qui avaient dominé nos rassemblements passés. Pas de rituel formel de gratitude, pas de démonstration commerciale, juste une famille, encore en train d'apprendre à vraiment se voir et s'écouter. Le chemin qui m'avait mené du rejet au leadership avait été plus long et plus douloureux que ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'ai quitté Boston il y a 10 ans. Les défis liés à la fusion du familial et du professionnel se présentaient encore quotidiennement, exigeant une patience et une lucidité que je continuais à développer. Il y avait eu des moments où le poids des blessures passées menaçait d'éclipser les progrès accomplis, lorsque d'anciens schémas de communication ressurgissaient lors de réunions tendues ou de dîners familiaux. Le plus difficile n'avait pas été l'acquisition elle-même, mais le travail constant pour bâtir des relations capables de résister à la fois à notre histoire commune et à nos rôles professionnels actuels. Papa glissait encore parfois dans son attitude autoritaire. Avant de se reprendre, il m'arrivait aussi de devenir inutilement sur la défensive, anticipant un rejet qui ne venait plus. Pourtant, lentement, conversation après conversation, la famille Adams créait une nouvelle dynamique. Maman avait organisé un dîner le mois dernier où, pour la première fois dont je me souvienne, tout le monde avait parlé à égalité, tout le monde avait écouté, et personne n'était parti furieux. De petites victoires, mais significatives. Peut-être que le moment le plus profond était arrivé de façon inattendue, un soir tard au bureau. Papa et moi analysions les résultats du premier trimestre après la fusion. Les chiffres avaient dépassé toutes les prévisions. 98% de rétention client et une augmentation de revenus de 32% grâce aux nouveaux contrats. Tu sais, avait-il dit doucement en fixant le tableau Excel, tu as déjà accompli plus que moi durant ma première décennie à la tête de cette entreprise. Cette simple reconnaissance avait guéri quelque chose en moi dont je ne savais même pas qu'il était encore blessé, non pas parce que j'avais encore besoin de sa validation professionnelle, mais parce que cela représentait la reconnaissance humaine que j'avais toujours cherchée. Cette expérience m'avait appris que le succès, à lui seul, ne suffit pas à guérir les blessures familiales. La satisfaction de m'être prouvé à moi-même avait été douce, mais finalement creuse. Jusqu'à ce qu'elle mène à une connexion authentique. J'avais dû apprendre qu'il y a une différence entre gagner et résoudre, entre avoir raison et être entier. En entrant dans la salle de conférence où papa m'attendait avec les rapports, je repensais à tout le chemin parcouru depuis cette révélation lors de Thanksgiving jusqu'à aujourd'hui. La leçon que je retiens n'est pas que le succès est la meilleure des revanches, mais que le succès, sans réconciliation, appauvrit les deux côtés. La véritable victoire n'était pas d'avoir prouvé à mon père qu'il avait tort, mais d'avoir trouvé un moyen d'avoir raison ensemble.
À tous ceux qui regardent ceci et reconnaissent les dynamiques douloureuses d'une entreprise familiale, à ceux qui se sont sentis invisibles ou sous-estimés par ceux qui auraient dû les voir avec le plus de clarté, j'espère que mon histoire vous apportera à la fois inspiration et mise en garde. Construire sa propre réussite est puissant, mais guérir les blessures familiales exige bien plus que des accomplissements professionnels. Cela demande de l'honnêteté, de la vulnérabilité et le courage d'offrir une seconde chance, même quand elle semble imméritée. Avez-vous vécu des défis similaires dans une entreprise familiale? Commentez ci-dessous et partagez votre histoire. Comment avez-vous navigué dans cette intersection complexe entre famille et affaires? Likez, abonnez-vous et partagez si cela vous a touché. Merci d'avoir été témoin de mon parcours, du rejet à la réconciliation. Et souvenez-vous, la véritable mesure du succès ne réside pas dans ce que l'on bâtit seul, mais dans ce que l'on crée ensemble.